Ça y est, on est on stage. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 11e édition, pas de l'IRFD, mais de l'IRFD webinar. On est content encore de vous retrouver pour une 11e fois. Rapidement, alors ça se connecte, hein, ça continue à se connecter. Bonjour à tous ceux qui se connectent tout doucement. Je suis Christophe Thiel, je suis le gérant de la société Blueboat et on est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises pour gagner durablement de l'argent grâce au web. Voilà, ça j'ai fait la petite partie publicité de Blueboat. Et je suis également, et Blueboat est le fondateur d'un événement qui s'appelle l'IRFD, que vous voyez derrière moi. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. L'IRFD, normalement, c'est une journée sur le domaine du numérique, du web, qui a lieu tous les ans. Et cette année, cause Covid, on s'est dit qu'on allait le faire sur toujours 12 ou 13 interventions, c'est ce qui est habituellement sur la journée, mais là nous faisons 12 interventions, donc une par mois, donc c'est facile. Cette fois-ci, c'est la 11e, et aujourd'hui on va parler de Strasbourg, mais on va y revenir. Avec Pierre Bergmiller qui est présent. Je vous présenterai rapidement et Pierre se présentera. Et je suis accompagné également de Thibaut Bernardin qui gère l'antenne de Blueboat à Strasbourg. Voilà, donc on est sur Blueboat Strasbourg et Blueboat Mulhouse et vous allez voir qu'aujourd'hui on va parler de Strasbourg et que de Strasbourg. Voilà, ça va être difficile pour moi qui suis à Mulhouse. Petit clin d'œil de la guéguerre Strasbourg-Mulhouse, mais qui est guéguerre gentille. De l'émulation. L'émulation, voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'IRFD live, sur la partie droite de votre écran, vous avez la partie chat. Donc n'hésitez pas, il y a des interactions qui se font dans le chat. Et vous pouvez également, vous verrez, il y a une partie questions à droite également. Vous pouvez poser des questions. Et si Thibaut est très motivé, il fera peut-être même un sondage, on ne sait pas. Ça dépendra les échanges. On est ensemble pour une petite heure. Maintenant 57 minutes. On tient le timing, vous inquiétez pas, à 11h, ça sera terminé. Le thème aujourd'hui, faciliter la vie des Strasbourgeois grâce au web. Donc là, c'est un sujet qui est d'actualité. Notamment, on en parlait tout de suite avec Pierre. Il me disait qu'il y a une loi sur le numérique responsable qui est sortie là récemment. Il nous en parlera dans cette intervention. Moi, j'avais regardé un petit peu et alors c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur les collectivités. Il y a un plan de relance en janvier 2021 qui avait été annoncé de 88 millions d'euros sur 2 ans pour la transformation numérique des collectivités. Je crois que c'était 35 millions pour les petites et moyennes collectivités. Donc Strasbourg est quand même aussi impacté, j'imagine. Tu nous en diras plus, Pierre. Et on parlait de 30 millions pour une dizaine de services numériques clés. Alors, quels sont les services numériques clés? C'est qu'ils étaient en train d'être travaillés, je crois, début d'année. Ils étaient en train de déterminer quels étaient les services numériques clés. Pareil, j'ai trouvé un élément intéressant. C'était les notions d'arrobase verte pour alors ce qu'on appelle le numérique sobre. Euh, Pierre, voilà, je te donne des pistes que tu nous présenteras tout de suite après. Et il y a quelque chose qui est peut-être la fracture numérique, qui est un des enjeux également pour les collectivités. Et les pouvoirs publics veulent dématérialiser 100% des démarches administratives d'ici 2022, donc on y est. Et plus de 20 millions de Français restent éloignés du numérique, donc comment on les intègre par rapport à ces usages. Voilà, pour planter un petit peu le décor de ce que quelques sujets qui peuvent être abordés lors de ce webinaire. Mais je vais commencer par présenter Pierre, qui est responsable de la communication numérique de la ville et Eurométropole de Strasbourg. Pierre, j'ai donné ton titre, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qui es-tu? Et voilà. Bonjour, bonjour Christophe, et merci à toi. Donc, je suis, comme tu disais, responsable de la communication numérique de la ville et de l'Eurométropole. Alors, c'est important aussi de préciser ça parce que la caractéristique à Strasbourg, c'est que les services de la ville, qui est une collectivité, l'Eurométropole est une autre collectivité, les services sont mutualisés. Ce qui fait que sur mes dossiers, un jour je travaille pour la ville, un autre jour je travaille
pour l'Eurométropole. Donc, par exemple, si je travaille sur le marché de Noël, bah, c'est une thématique ville, mais si je travaille, par exemple, sur la promotion économique, c'est une stratégie ou Eurométropole, comme le transport. Assez intéressant d'ailleurs un jour de détailler, mais on ne le fera pas ici, les compétences villes, compétences Eurométropole, sachant que les habitants, ils s'en foutent, ils veulent que leurs poubelles soient vidées, ils veulent pouvoir aller au musée, ils s'en foutent que ce soit vide ou en métropole. Mais bon, c'est important pour moi de le préciser. Donc je suis sur ce poste de vie depuis décembre 2008, donc je me rends compte que ça fait déjà un bail. Mais il y a tellement de choses à faire, il y a pas mal de choses qui ont été faites, il reste des choses à faire et surtout, j'ai la chance de travailler avec une super équipe. Alors, je vais essayer de trouver parce que j'ai 25 onglets ouverts, donc je vais essayer de trouver le PDF en question où j'ai mis, donc je vais essayer de partager voilà, donc je travaille avec une super équipe, donc c'est une équipe d'une dizaine de personnes. Ok. Je vais chercher. Donc finalement, c'est une mini-agence que tu as que tu pilotes en interne. Absolument, tout à fait. Nous sommes une dizaine de personnes à l'intérieur d'une direction de la communication qui compte 30-35 personnes. Et dans cette direction, nous sommes effectivement l'agence interne de communication de cette direction de la communication. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc là, Parfait. donc l'équipe est composée en gros de 3 cellules. Donc une cellule de publication, donc c'est les gens qui gèrent la mise à jour quotidienne technique des sites. Donc, il y a une OMS assistée d'une personne et une apprentie. Essentiellement sur le site strasbourg.eu, mais il y a bien d'autres sites et on en parlera un petit peu plus tard. Il y a une cellule projet, donc ça, c'est les chefs de projet, tels qu'on les a en agence web. Hein. Moi, j'appelle ça des architectes des sites web. J'utilise souvent pour expliquer ce que c'est un chef de projet à des béotiens, parce que j'ai beaucoup de collègues dans des directions et des services qui ne connaissent pas le web, mais qui ont besoin d'outils, de services. Donc, c'est la personne qui est l'architecte, donc qui va faire analyser le besoin et faire travailler différents corps de métier. Comme on fait travailler un plombier, un électricien, on fait travailler un web designer, un développeur, un intégrateur, etc. J'utilise souvent cette image qui fonctionne plutôt bien, de la maison. Et une cellule éditoriale qui est plus sur la création et la diffusion de contenu. Donc avec une personne qui fait la vidéo, Thomas Schwartz, que certains connaissent peut-être, une community manager, ou social media manager, voilà, ce terme est peut-être plus adapté, qui est Isabelle Maudry, que certains connaissent peut-être également, un photographe et une rédactrice qui rédige en 3 langues, français, anglais et allemand. Okay. Voilà, donc ça c'est l'organisation de la direction. Et ensuite, je vais vous poser une petite question en attendant que je trouve mon autre onglet. À votre avis, donc vous pouvez répondre dans le chat, combien de sites web compte la collectivité? Est-ce que Même vous pas la avez... réponse. J'ai même pas la réponse. Je suis intéressé, moi. Oui, oui. Donc, je vous invite à chercher pendant que je... Pendant Oui, que ça répond, je peux te poser une question, Pierre, oui. qui m'intéresse. Donc, en fait, les agences n'ont aucune chance de travailler avec vous quand je vois comment vous êtes staffé derrière et est-ce que finalement vous sous-traitez certains éléments ou est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas sous-traiter parce que tu te dis, bah, c'est pas la peine, on a les équipes en interne. Bah, c'est une question, oui, c'est une question effectivement intéressante. Donc, on a plein de marchés, en fait, avec des agences. Donc, on a déjà, pour directement l'équipe numérique, besoin, à un moment donné, de web design ou de développeurs web. Donc, exemple, on va refaire le site strasbourg.eu. Le Ok. site, on l'a fait il y a 5 ans. Il tient encore pas mal la route au niveau design. L'ergonomie, on peut toujours l'améliorer. Il tient encore pas mal la route au niveau design et fonctionnalité. Et on va le refaire. Donc là, on va prendre notre marché de web design que nous avons lancé il arrive à la fin ce marché d'ailleurs, nous l'avons lancé il y a 3 ou 4 ans. Donc on a un marché de web design en cours. Voilà. Et ensuite, à côté de nos marchés spécifiques de web design avec notre service, la direction de la communication, dans son ensemble, lance des marchés de communication thématiques.
Donc, il y a des grandes thématiques qui ont été créées, je sais pas, le service à l'usager, la culture, les déplacements, grosse thématique, l'environnement. Et on a créé des marchés thématiques et ces marchés thématiques sont à 360 degrés. Ces marchés, d'ailleurs, vont être repris très prochainement. Et dans ces marchés à 360 degrés, là, on cherche plutôt des agences globales qui, sur une thématique, exemple, on va lancer une nouvelle campagne sur les déchets, pour le tri, le recyclage, etc. Et ben là, on va demander à l'agence thématique qui aura ce marché thématique de nous faire une communication 360 qui intégrera l'ensemble des prestations 360, terme devenu désormais classique. Voilà comment ça fonctionne. Donc il reste des chances, mais en fait, il faut se connecter sur un site internet, un portail mutualisé au niveau des collectivités. Donc, c'est d'ailleurs vers 7 ou 8 grands collectivités d'Alsace, dont notamment Mulhouse, et ça s'appelle Alsace Marché Public. Et là, on publie, voilà, ça pour ceux qui sont dans le domaine de l'entreprise, ben, je vous conseille de vous connecter à ce portail. Et on va voir dans le chat quelles sont les Alors, moi, réponses. j'ai un 3, j'ai un 12, j'ai un 40, mais ça, c'est Thibaut. Et il y a un 15 de Parce que, Isabelle. voilà, parce que Thibaut le sait. Donc voilà, ici, vous voyez l'onglet que j'ai partagé? Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Là, vous voyez, en fait, la batterie de sites, et encore, il y a des lignes en dessous. Il faudrait que je puisse la balayer. Voilà la batterie des sites de la collectivité. Donc, Ah oui. effectivement, vous voyez, c'est vraiment gigantesque. Voilà, parce Donc, qu'on ça a, fait... on fait pas. Pardon? Donc c'est bien 40, quoi. C'est Ouais, c'est une bonne finalement quarantaine, Thibaut mais a quand même. Thibaut doit tricher parce que je lui en ai déjà parlé, non? Je t'en ai déjà parlé, Thibaut, il me semble. Je confirme. Voilà, donc il y a, Tu m'as vous juste pas voyez, parlé de grosbobo.eu. alors grosbobo.eu, c'est un jeu. C'est un jeu en ligne qu'on a créé avec une agence qui s'appelle Welcome et un prestataire qui s'appelait Data Project. Ben voilà. Ah, J'entends quelqu'un jouer. C'était un jeu pour sensibiliser les jeunes au risque des pétards. Voilà, donc ok. un petit quiz qu'on avait fait. On a un site, le site de Noël, on a un site dédié à la participation citoyenne qui s'appelle Participer. Le Shadok, un équipement qui est en renouvellement, en restructuration, a également un site. Europtimist, la marque territoriale du territoire à son site. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, les musées. Donc vous voyez, il y a plein de thématiques. Il y a des petits blogs. Et dans la stratégie d'ailleurs de Web Responsable, on est en train de regrouper certaines choses qui ne nécessitent pas forcément un site dédié. On essaye de regrouper certains éléments. Ok. Voilà pour l'offre numérique. Et je vais donc fermer mon onglet. Ah oui, juste précision, cette liste de sites est sur une page en fait dédiée à la protection des données à caractère personnel. Donc, dans la Ok. collectivité, nous avons un délégué à la protection des données qui n'est pas dans la direction de communication, qui n'est pas notre service, qui est rattaché au service informatique et qui, en fait, travaille avec nous presque chaque jour pour dire faut améliorer ça, améliorer ça. Et on a l'obligation de faire une page sur la manière dont on traite ça, et c'est en bas dans notre mention légale. Et sur cette page, on est censé lister tous les sites blogs, voilà, que nous gérons. Je vais fermer cette page pour pas me perdre. Voilà, ensuite, je vais proposer de partager un autre élément. J'ai un onglet qui s'ouvre, liste des sites de Strasbourg, voir. Ok, je vais fermer ça. Alors, pour l'organisation de l'équipe, autre sujet. Alors, pendant que je cherche, tu peux me poser une question. Je trouve mon Ah, moi, onglet. j'allais partir. Donc, en fait, tu nous avais, quand on avait préparé, parce qu'on a un petit peu préparé ce webinaire, tu nous disais qu'en fait, toute la partie community management, justement, c'était quelque chose que tu ne souhaitais pas sous-traiter parce que c'était un peu difficile par rapport au fait qu'il fallait être plus proche du terrain, il fallait être peut-être plus réactif, il fallait connaître, fallait être aussi en lien avec les services. C'était un élément qui, par exemple, ce service-là, tu ne le sous-traites pas, en tout cas en Non, partie. c'est assez compliqué à sous-traiter. On le sous-traite ponctuellement pour certains événements. On le fait actuellement pour Noël et le marché de Noël parce que c'est tellement lourd que Oui. Isabelle ne peut pas le gérer. On le faisait au début, mais là, ça devient compliqué, donc c'est sous-traité. D'une manière globale, c'est compliqué de sous-traiter le community management parce qu'en fait, il y a tellement de sujets et l'administration est d'une telle complexité qu'à un moment donné, il est impossible
d'expliquer à une personne qui est présente pour nous, par exemple 1 heure par jour ou une journée complète par semaine, de lui dire ça se passe comme ça se passe comme ça. Même nous, parfois, on est à la recherche d'informations pour des sujets pointus pour lesquels on n'a pas la réponse. Autant dire aux gens quand est-ce que cette piscine est ouverte ou éventuellement pourquoi elle est en travaux, ça on peut leur dire. Mais quand des gens nous écrivent pour nous dire mais pourquoi l'arbre qui est au coin de ma rue est en train de pourrir, j'en sais rien. Il faut qu'on contacte le service des arbres qui doit nous mettre en relation avec quelqu'un qui nous l'expliquera. C'est tellement compliqué, voilà, qu'on ne peut pas le sous-traiter. Ce que je voulais vous présenter aussi, c'est un peu notre offre numérique. Donc, on parlait du site strasbourg.eu que vous connaissez tous, hein, qui est le navire amiral de la collectivité, mais il y a aussi le site Mon Strasbourg, qui est un site dédié aux démarches en ligne. Je vais partager l'onglet de ce site Mon Strasbourg. Donc là, vous êtes sur le portail Mon Strasbourg, et voilà, c'est un portail qui a été créé pour faciliter les démarches en ligne. Alors normalement, je vais pas créer mon compte, je vais me connecter. Voilà, je vais me connecter à mon compte pour voir à peu près comment ça se passe. Hop, le temps que ça mouline un petit peu. Voilà, donc c'est un site dans lequel je peux faire des démarches et suivre mes démarches, mais aussi, alors je l'ai pas paramétré parce que je suis tellement dans le jus des actualités de la collectivité, je vais pas en plus encore dans mon compte. Donc et ensuite on peut dans ce compte-là avoir des infos sur d'autres comptes. Donc on pourrait avoir l'info sur son compte médiathèque, les emprunts en cours, etc. Pour ceux qui ont une carte auprès des médiathèques. Son compte résident, donc pour ceux qui ont un compte de stationnement résident, on le retrouve là. On peut retrouver ici son bureau de vote, les signalements qu'on fait et faire des différents signalements. L'activité citoyenne, c'est son implication sur la plateforme participation citoyenne, son espace famille pour ceux qui ont besoin de payer la cantine scolaire, etc., etc. Et avoir aussi une carte personnalisée sur, quand on veut, dans son quartier, connaître les équipements. Donc, je zoome lentement. Voilà, donc si vous êtes dans ce quartier-là, vous avez toutes les infos sur ce qui se passe dans vos quartiers, les transports, les musées, certaines librairies, voilà. Donc ça, on a développé ce site Mon Strasbourg qui permet de de réaliser et de suivre des démarches en ligne. Voilà le type de... Mais on est typiquement dans faciliter la vie des Strasbourgeois. C'est Oui. le titre du webinaire, ça tombe bien. Mais moi, en fait, j'ai envie de te poser une question. Finalement, tous ces éléments, on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place, et je pense que les Strasbourgeois qui sont peut-être aussi qui assistent à ce webinaire ou qui le reverront en replay vont confirmer. Mais par contre, comment on fabrique finalement les services pour les usagers? Comment on en arrive à décider que il faut ce service numérique pour ces usagers? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de réclamations? Est-ce qu'on anticipe? Comment tu travailles par rapport à ça? Alors, alors, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs points d'entrée. Un premier point d'entrée, c'est par exemple, il y a des thématiques sur lesquelles on se rend compte que les usagers, ils préféreraient faire leur démarche en ligne plutôt que de se déplacer. À ce moment-là, on réfléchit avec des groupes d'usagers, par exemple. On l'a fait à travers la plateforme de la participation citoyenne. Quel type de service en ligne, comment il doit fonctionner. Donc, on fait une analyse du besoin et ensuite, on cherche une solution technique qui n'est pas que web. Hein. Il y a aussi des solutions techniques. Elles sont aussi informatiques, les solutions techniques. Donc, à un moment donné, en fonction de la nature du produit qu'on veut créer, on va le service informatique. Est-ce qu'il y a une solution, ce qu'on appelle une solution métier ou un logiciel métier qui apporte une réponse? Et nous, au niveau service numérique, on essaye de faire le lien entre les attentes des usagers, une solution technique que va peut-être chercher le service informatique. J'ai un petit passage clandestin. Voilà. Je vais le laisser tranquillement tant qu'il n'attaque pas. Voilà, donc on essaye de voir avec le service informatique comment est-ce qu'on peut construire une solution. Ensuite, l'autre aspect, c'est un logiciel informatique
qui existe, qui gère une prestation, je ne sais pas moi, la restauration scolaire par exemple, ou le stationnement résident. Il a une évolution web. Le développeur de la société, l'éditeur de ce logiciel informatique, qui est utilisé plutôt en interne par les agents qui, en interne, vont gérer la cantine, différents types de choses, le stationnement résident. Ils disent, ah, l'éditeur propose une solution web, donc on va créer une passerelle informatique et une interface web. Donc, la passerelle va être créée par le service informatique et nous, au niveau service numérique, on crée l'interface. Et à ce moment-là, on fait le lien. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais ça, c'est deux aspects possibles qui sont liés à un logiciel métier. Donc, on l'a fait par exemple sur stationnement résident. À un moment donné, les gens qui ont une voiture, ils en ont un petit peu marre. Au début, il y a quelques années, ils devaient se déplacer, devaient venir à un guichet, acheter leurs macarons, du coup acheter peut-être plusieurs macarons. Donc, il y a des gens qui achetaient un seul macaron par mois, ça coûte maintenant 15 € pour le stationnement résident. Ils naissent chaque mois. Puis à un moment donné, ces gens, ils ont autre chose à faire, ils travaillent, etc. D'autant plus que les gens qui ont des véhicules sont des gens plutôt actifs. Comme ils sont plutôt actifs, ils sont plutôt à l'aise. Je caricature un petit peu avec le numérique, mais on y reviendra plus tard. Et donc, du coup, on va simplifier la vie de ces gens et proposer un système d'abonnement et de paiement en ligne. Voilà comment ça fonctionne. Et puis, il y a une troisième manière de proposer les services, c'est quand il n'y a pas de logiciel métier derrière, spécifiquement. Donc, simplement, nous, on va créer un formulaire en ligne qui va générer un email qui va être envoyé au service métier et qui va gérer cette demande. Donc, on l'a fait, par exemple, à un moment donné, à une époque sur... ah oui, juste un exemple, il y a quelques années, il y a un type qui m'appelle, qui me dit « Monsieur Berminer, je vous appelle parce que mon chef, il m'a dit que vous pouviez m'aider. » Je dis « Qu'est-ce que vous avez, monsieur ?» Je dis « Je m'en sors plus. » Je dis « Comment ça ?» Et en fait, parce que je dois répondre au téléphone, répondre aux mails, ouvrir le courrier, et en plus, les gens viennent chez moi dans mon bureau me demander la fameuse autorisation de stationnement pour déménager. Vous savez, quand vous voulez stationner votre camion ou votre prestataire veut stationner son camion, il faut demander une autorisation pour bloquer un bout de la rue pour mettre votre camion de déménagement. Et du coup, le type était débordé. Et donc, très vite, on lui a fait un petit formulaire. On fait la promotion de ce formulaire. Et déjà, il recevait des mails. Et du coup, les gens ne l'appelaient plus. Les gens ne lui envoyaient plus de courrier. Enfin, une partie des gens ne lui envoyaient plus de courrier. Ce qui fait qu'il était plus tranquille. Et ensuite, je crois qu'ils nous ont envoyé une boîte de chocolat pour nous remercier. Voilà. Et service très pratique, testé et approuvé cet été. Tu as déménagé, en tant que Strasbourgeois, c'est vrai qu'on s'étonne toujours que les déménagements sauvages, et en fait, quand on voit un service comme celui-là qui est tellement simple à utiliser, on se connecte sur son portail, on fait sa demande, l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, combien de temps on a besoin de stationnement, quels sont les véhicules qui sont concernés. On envoie la demande, et puis je crois que dans la demi-journée, ou très très rapidement, j'ai eu la confirmation, toutes les autorisations à imprimer, etc. Il n'y a plus d'excuses, quoi. Après ça, c'est tellement simple. Par contre, il y a une petite anecdote, tu nous en parlais, j'aimerais bien que tu la partages avec nous sur finalement le premier service que tu as eu à simplifier quand tu es arrivé à l'Eurométropole. Ah, c'est les piscines, c'est ça? Les fameuses piscines. Ah oui, c'était assez rigolo. C'est qu'en fait, les gens n'arrêtaient pas de nous... C'était en 2009, je crois. Donc, les gens n'arrêtaient pas de nous envoyer des mails. Oui, les horaires de piscine sur votre site ne sont jamais à jour. Je me suis pointé devant la piscine, elle était fermée, etc. Donc, les gens râlaient. Et je dis, c'est quoi le problème? Ça faisait quelques semaines qu'on était là et on était encore peu. On était 2 dans l'équipe, pour vous dire. Ensuite, j'ai pu recruter et agrandir l'équipe. Donc, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte que le service des piscines envoyait ses horaires au DNA, mais pas à nous. Donc, les gens étaient obligés d'acheter les DNA pour avoir les horaires de piscine, ce qui était un comble. Donc, du coup, on a regardé ça, on a dit, mais c'est juste pas possible, c'est impossible de fonctionner comme ça. Donc, on a pris contact avec le service des piscines, qui ne savaient pas qu'on pouvait faire des choses avec le web, qui ne savaient pas que beaucoup de gens cherchaient sur le web et n'achetaient plus les DNA, désolé pour les DNA. Mais bon, c'est le sens de l'histoire. Donc, du coup, on a vu le service piscine et on a dit, mais comment est-ce qu'on pourrait simplifier ça? Donc, on a créé un back-office des horaires des piscines. On les a formés et
depuis, ils saisissent eux-mêmes les horaires et les changements quand il y a une piscine en travaux, une compétition sportive, une panne, etc. Et du coup, ils mettent à jour, ce qui fait que les horaires de piscine, en principe, s'ils le font bien, sont toujours à jour, sont en plus versés dans l'open data. Donc, et en plus seront disponibles dans plusieurs dispositifs numériques parce qu'en fait, ils font partie, les piscines, les horaires des piscines font partie d'une fiche lieu qui est la fiche de la piscine. C'est l'équivalent de la fiche Google My Business, mais on préfère maîtriser nous-mêmes nos fiches et pas tout laisser à Google. Et cette fiche lieu fait partie d'un dispositif global qu'on s'appelle une usine à sites. Donc en fait, on pioche des fonctionnalités, un agenda, des fiches lieu, des formulaires et on construit tout un dispositif presque à la volée. Hein. Il faut quand même analyser le besoin pour le faire ça. Enfin, on revient sur une notion qui est finalement que l'on retrouve dans le domaine des entreprises, c'est la notion d'usager qui est au centre, en fait, l'utilisateur final. Et j'ai l'impression, et c'est les échanges qu'on a pu avoir pendant la préparation, c'est que toi et tes équipes, vous remettez au centre finalement l'usager, qu'il soit en interne de l'Eurométropole ou un habitant de la collectivité. Du coup, vous avez une approche assez marketing, même si finalement c'est un sujet moi je découvre là pour le coup, et peut-être certains aussi, que vous avez cette approche de marketeur, très clairement. Ouais, c'est dû à mon profil, ma formation. Moi, j'ai fait l'ancêtre de l'EM, hein, qui s'appelait l'IECS. Hein. Il y a un bon bout de temps, donc c'est mon profil, c'est ma formation. L'équipe que j'ai eu la chance de recruter toute mon équipe. Donc mon équipe, je ne veux pas dire qu'elle me ressemble parce qu'on est tous complémentaires, mais elle partage des valeurs qui sont intuitives. Et cette valeur, c'est l'usager, c'est l'usage, avec des compétences techniques derrière et une capacité. Je suis aussi un petit peu le VRP, c'est-à-dire autant je m'intéresse à l'usager externe comme en tant que citoyen, autant j'essaie aussi d'expliquer aux services en interne qui ne comprennent pas toujours grand-chose au numérique, ce qui est logique, c'est pas leur cœur de métier. On leur demande de savoir traiter des déchets, des espaces verts, des musées. On leur demande pas de connaître le numérique, mais du coup, je suis un peu le VRP du numérique. Donc, d'une certaine manière, effectivement, on essaie d'avoir une approche marketing qui, d'ailleurs, se fait maintenant dans toutes les collectivités. Dans toutes les collectivités ont pris conscience de cette approche du numérique. Alors justement, quand on en discutait en préparation sur ces usagers, vous avez une démarche finalement comme n'importe quel marketeur, de travailler sur des personas. Oui, alors on essaye de le faire. On a fait un petit jeu il y a quelques années, mais qui s'est avéré utile. J'ai proposé de réunir tous les services qui ont un contact avec l'usager. Un contact physique ou éventuellement par téléphone, ou voire par mail. Donc il y a le service courrier, le service qui gère le téléphone, enfin qui gère le mail, le service téléphone, le service accueil population, le service des cimetières, parce qu'ils accueillent aussi des gens, différents services éducation, services sociaux qui accueillent des gens, pour un peu voir quelle était la perception du numérique vue des usagers. Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce qu'ils ont envie de faire des choses en numérique? Est-ce que ça les rebute, etc. Et c'était très intéressant. Ça nous a permis de sortir en quelque part 6 profils types d'usagers, 6 personas qui correspondent peu ou prou aux recherches qui sont faites au niveau national. Donc intuitivement, sans être un pro de la persona, intuitivement, on a sorti des personas par rapport au numérique avec d'un côté ce qu'on appelle les agiles. Je pense que la plupart d'entre vous qui participez aujourd'hui, vous êtes agiles, voilà, qui sont à l'aise, qui demandent de plus en plus de services, qui veulent simplifier leur vie, qui savent se servir de tout, se connecter, etc. Il y a des gens méfiants. Donc, c'est des gens qui sont agiles, mais à un moment donné, ouais, mais quand même, moi, j'aime pas laisser mes coordonnées, j'aime pas laisser ceci, etc. Voilà. Il y a des gens mal informés. Donc, c'est des gens qui, a priori, sont agiles, mais ne connaissent pas forcément tout ce qu'on peut faire. Vous pouviez faire, je ne savais pas. Moi, régulièrement, je vois des amis qui disent, mais vous avez fait ça, je viens de le découvrir. Donc, voilà, il faut faire de la communication vers ces gens. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont carrément empêchés, c'est-à-dire ils n'ont pas ce qu'il faut, ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas de connexion, ça reste quand même assez important. Il y a des gens qui sont
qui sont, comment dire, carrément handicapés, c'est-à-dire, voilà, ils comprennent même pas, ils comprennent même pas ce qu'on leur raconte, ils comprennent pas le langage administratif, ils s'en sortent pas avec les formulaires, voilà. Donc on a 6 profils, et puis il y a aussi les dépités, c'est-à-dire les gens, oh, ben, ça m'emmerde, je dois encore faire une démarche, qui la repoussent jusqu'au dernier moment, qui se disent, oh, de toute façon, on va encore m'emmerder ou me demander des pièces jointes ou que sais-je. Voilà, donc on a fait différents profils. Et du coup, j'en profite aussi pour poser ma deuxième question du quiz. À votre avis, oui, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, pas chercher à comprendre. Oui, ben c'est tout à fait. Un dépité agile, oui, mais merci Jean-Christophe. Donc, il y a à votre avis, quel est le pourcentage en France, à peu près, de gens qui ont des vraies difficultés, diverses et variées, avec le numérique? Donc, je vous propose, Thibaut, tu n'as pas le droit de répondre. Moi non plus, parce que j'ai la réponse. Ah. On l'avait fait. Voilà. On avait parlé de la fracture. Enfin, est-ce qu'on peut les mettre dans la case fracture numérique? C'est ça, hein, c'est cette notion-là ou... Oui, on peut parler de fracture numérique. Alors, c'est assez large parce qu'il y a un véritable électronisme des gens qui carrément ne savent pas utiliser ces dispositifs. C'est le chiffre de Sandrine André. Oui, Jean-Christophe. Je pense que on est à peu près. Alors, selon les études, selon les analyses qui sont faites, on est entre 35 et 40%. Hein. J'ai encore regardé ces derniers jours, sachant qu'on inclut dans ce chiffre des personnes plutôt jeunes qui sont vraiment très agiles avec leur smartphone, ça, mais dès qu'il s'agit de faire une démarche en ligne, du coup, ils n'y arrivent plus parce que déjà, ils ne comprennent pas les termes qu'on utilise. Donc, c'est à nous de nous améliorer. Puis ensuite, voilà, ils ont pas l'habitude de faire ces démarches. Ils sont super à l'aise avec Spotify, les réseaux sociaux, TikTok et compagnie, mais dès qu'il s'agit de faire comme ça, on est vraiment coincé. J'avais fait la... Pardon, je te coupe, Oui, mais par oui, rapport à cet exemple que tu donnes des jeunes sur la notion de TikTok, est-ce que dans ce cas-là, la collectivité doit absolument être sur TikTok parce qu'il y a ces jeunes qu'il faut aller toucher? Est-ce qu'on suit les modes? Est-ce qu'on court derrière les modes? Parce que je sais qu'au niveau des entreprises, nous, quand on les conseille, on va pas forcément courir derrière les modes parce que ça n'a pas forcément d'intérêt en termes de retombées. Et vous, comment vous choisissez justement? Et c'était je reboucle avec la question. Alors désolé, un peu longue, mais la question de Jean-Christophe qui était un peu plus haut. Alors je la reprends. C'était comment vous priorisez finalement les nouveaux services? Parce que du coup, comment on priorise d'aller sur TikTok? Est-ce comment on priorise des nouveaux services? Enfin, c'est pas simple, j'imagine, de pouvoir toucher tous ces personnes-là. Ouais, effectivement, le problème, c'est qu'on constate, et ça vous le constatez aussi pour ceux qui sont dans le monde de l'entreprise, dans le secteur privé, une sorte d'atomisation des publics. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine des collectivités. Donc, au début, quand j'ai commencé, j'étais communicant généraliste. On avait quoi? On avait un magazine, enfin un journal papier. On avait les relations presse. Et puis, on avait une vidéo sur un DVD contre un balai de salon en salon. Il fallait des télés, quoi. Donc, du coup, il y avait en gros ces 3 médias. Ah oui, puis il y avait un peu d'événementiel. Il y avait de l'événementiel. Donc, on se reposait sur 4 médias. Aujourd'hui, en fait, des médias, vous en avez entre 15 et 20. Si vous continuez à compter les différents réseaux sociaux qui chacun ont leur cible, en plus, dans chaque réseau social, si vous prenez Instagram, vous avez le fil d'infos, vous avez les stories, voire les reels ou les réels, je ne sais jamais comment dire, je préfère dire reel, en tout cas. Donc vous avez une offre, donc c'est assez compliqué effectivement de s'en sortir par rapport à ça. Et là, nous, en fait, c'est un peu des opportunités. Donc on essaye de toucher le public le plus large possible. On investit très ponctuellement des réseaux hyper ciblés, comme par exemple TikTok ou Snapchat. Snapchat, on l'a laissé tomber parce que Snapchat s'est fait piller ses fonctionnalités et je pense aussi un petit peu son audience par d'autres réseaux sociaux. Donc, on essaye de s'ajuster. Donc, le dernier truc qu'on a testé il y a à peu près 1 an, c'était TikTok pour les gestes barrières auprès des jeunes. Et là, on est passé par un entre guillemets micro-influenceur local pour nous faire des vidéos avec sa mère. C'est un gars qui fait des vidéos avec sa mère dans la cuisine. C'est assez drôle. Il a une belle audience. Il était à l'époque entre guillemets amateur, donc
avec pas de possibilité de nous faire une facture. Et entre-temps, je crois qu'il s'est mis à son compte. Donc, on essaye un petit peu c'est plus une question d'opportunité. On se dit, tiens, on a besoin de communiquer avec cette cible. C'est quoi le bon média pour toucher cette cible? Mais nous, on va pas s'amuser à faire des danses, sur TikTok. Mais est-ce que vous, par exemple, vous dites, est-ce que tu as déjà fait le choix de dire, bon, on va pas sur ce réseau social, ou on va pas sur cet axe de communication web qui est très tendance. Je vais prendre un exemple, Clubhouse par exemple, qui a été le truc à la mode où il fallait être. Est-ce qu'à un moment il y a quelqu'un dans ton bureau qui vient de ton équipe qui dit, ah, il faut être sur Clubhouse parce que c'est le truc qui est en train de monter, et toi tu dis, bah non, on va pas là-dessus parce qu'on veut pas être partout. Non, ça fonctionne pas tout à fait comme ça parce que c'est plus dans le cadre d'un réseau national qu'on travaille. Donc, on a plusieurs réseaux nationaux. Donc, d'ailleurs, je vois une collègue, Laetitia, qui fait partie de ce réseau national, qui s'appelle l'Observatoire des social media. Et cet observatoire, en fait, ça creuse des pistes. Ah ben moi, dans telle ville, j'ai fait ça, dans le nord, dans le sud, à Lille, à Rouen, à Caen, voilà, dans différentes villes françaises, à Tours, on a fait ça, ou même dans des villes plus modestes, hein, on a fait ce genre d'opération, ça a marché, pas marché. Donc c'est plutôt comme ça qu'on creuse et qu'on se dit, tiens, on pourrait faire la même chose chez nous. Donc j'ai pas, donc nous on n'innove pas énormément, on expérimente. Mais en ce moment, si je prends l'exemple de Clubhouse, bon, on s'est dit pas très intéressant pour nous pour l'instant. En fait, dans le réseau national, on s'est tous connectés à un moment donné, on a tous créé notre compte. Dès qu'on avait un accès, on l'a partagé avec un copain et du coup, on s'est retrouvé avec Clubhouse, on a un petit peu testé et on s'est dit putain, mais on est déjà dans plein d'endroits, donc ça me paraît compliqué d'être encore en plus sur Clubhouse. Donc c'est plus à ce niveau-là que ça se défend. Nous, on n'a pas récemment beaucoup innové. L'innovation chez nous se fait plus sur la manière en back-office dont on récupère et dont on produit l'information. Donc à un moment donné, c'est où est-ce qu'elle est l'information, quelle forme on lui donne, data visualisation, motion design, interview vidéo, story, etc. On essaye de voir la forme, les canaux. Voilà, on n'innove pas beaucoup. Quand les stories sont arrivées, bon, ben, on a vu l'impact des stories. Bon, ben, on va s'embarquer sur les stories. Il y a pas de souci. Donc c'est plus comme ça. Quand LinkedIn est monté en puissance on pourrait aussi avoir un débat sur LinkedIn. Ben, on s'est dit, ben voilà, comment est-ce qu'on utilise LinkedIn? Comment est-ce qu'on utilise une fonctionnalité très intéressante dans LinkedIn qui permet de notifier tous les agents, tous les employés d'un organisme dans LinkedIn, et on en a beaucoup sur notre compte LinkedIn. Donc voilà, on a déjà ce boulot à voir comment évoluent les fonctionnalités des différents médias et réseaux sociaux, qu'on travaille plutôt là-dessus. Et un des grands chantiers, c'est la newsletter. La newsletter, tout le monde pensait que c'était un peu pourri, un peu has-been, et on sait qu'il y a eu un e-rep day là-dessus, une conf il n'y a pas longtemps, c'était la dernière ou l'avant-dernière, il me semble. La newsletter, à un moment donné, pendant le confinement, les gens, on ne pouvait plus imprimer de magazines, et à un moment donné, les gens à la com, mais il faut qu'on diffuse de l'information. Eh ben, on a augmenté l'audience, le rythme de la newsletter. Elle était mensuelle, maintenant elle est bimensuelle. Et en même temps, on a augmenté l'audience de la newsletter, je crois, de 20%. Rien qu'en changeant le rythme de publication, avec des taux d'ouverture qui restent super intéressants. Donc, on essaie plutôt d'être de plus en plus fin dans le mix existant de communication. Plutôt que de dire oh il y a un nouveau truc. Le nouveau truc, on va juste le tester, on va s'amuser et on va regarder. Oh toi à Lille ou à Bordeaux, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je rebondis sur les chiffres que tu donnes parce que tu parles de 20% d'augmentation sur la newsletter. Euh, euh, Justement, quels indicateurs tu suis? Parce qu'on parle de marketing, donc à un moment, si on parle de marketing, ça veut dire que derrière, on va mettre en face des indicateurs qui seront peut-être liés à des objectifs. Est-ce que justement, vous êtes challengé sur certains indicateurs? Voilà. Est-ce que tu as des indicateurs que tu suis et tu sais que ceux-là sont très importants pour toi et pour tes équipes? Ah oui, alors je suis en train de vous partager un écran qui est l'Observatoire Social Media. Donc l'Observatoire Social Media, c'est un collectif
informel. Il n'y a pas de structuration de communicants numériques des collectivités. J'ai la chance de faire partie du comité de pilotage de cette instance. Et on a un blog, différents projets, on a un Hall of Fame où on regarde un petit peu mais qu'est-ce que tu as fait d'intéressant? Donc on voit un petit peu, ah ben Caen, ils ont fait l'Alacan. J'en parle, c'est pour illustrer un petit peu comment on regarde. Voilà, il y a un nouveau site cartographique qui est sorti à Paris-le-Monial, Le Cray, en Mayenne, on a fait ça, etc. Et dans cet observatoire social media des territoires, on a un outil de performance Instagram. Et en fait, ils ont développé, enfin ça c'est une autre, parce que je ne suis pas du tout technicien, certains ont développé une API qui permet de récupérer des données d'Instagram, différentes données, avec les abonnés, voilà, et de mesurer la performance. Et là, ça permet de se comparer. Alors, il faudrait que j'aille sur la rubrique des collectivités, mais je ne la trouve pas pour l'instant. Donc, on a... ah si, il faudrait que j'aille sur EPCI. Je pense qu'on est dans la rubrique EPCI. Et on mesure comme ça la performance. C'est Instagram. Voilà. Donc là, on est 3e en performance derrière Limoges et Compiègne. On est juste devant Rennes. Voilà. Donc du coup, si je prends les métropoles, et voilà. Donc là, on se compare dans un outil de mesure. Donc ça, c'est une manière. On regarde notre performance Instagram et après, on en parle entre nous. Mais toi, tu fais quoi, etc. On fait même des hashtags d'or. Donc, on participe à des concours qui sont de l'émulation. J'utilisais ce mot au tout début, qui sont de l'émulation. On participe à des concours. Et ensuite, on se cause, tu as fait ça comment tu fais, comment tu mesures, etc. Donc, ça, c'est une manière de mesurer. Une autre manière de mesurer, c'est les statistiques du site web, bien entendu. Donc là, nous, on est... je pense à peu près à 3 millions de visites par an sur notre site web. Donc, on a une belle audience. On regarde. Je vois que le site web stagne depuis quelques années. Autant depuis 4-5 ans, l'audience du site web stagne. Avant, c'était 10%, 10, 12% chaque année d'augmentation. Là, on stagne, on n'augmente que de 1 ou 2%. Donc, ça veut dire que le public, il est ailleurs. Bon, je n'avais pas besoin des stats, mais les stats le confirment. Donc, ça veut dire que le public est ailleurs. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que j'investisse davantage les autres médias sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, selon les publics. Je constate aussi que Facebook, ça stagne, sauf si tu sponsorises. Donc, à un moment donné, on se rend bien compte, on regarde les performances. Alors, on n'a pas le temps de passer, on aimerait bien, comme les vrais marketeurs, il y a des vrais métiers pour faire ça. Hein, des gens dans les entreprises qui passent leur journée à regarder les stats, à les analyser et à ajuster, notamment les gens qui sont dans l'e-commerce, bah, ils ont besoin de vérifier qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Il y a de l'argent au bout, donc c'est logique. Donc nous, on essaye d'ajuster, on regarde en permanence. Aujourd'hui, Facebook, c'est en perte de vitesse. On regarde aussi les stats, l'âge de Facebook. Hein, quand le service des piscines vient nous voir il y a 2 ans, on a besoin de renouveler le public des piscines, d'attirer plus de jeunes parce qu'on fait des choses vachement sympas dans les piscines pour les jeunes et on veut créer une page Facebook. Ah bon? Quand vous dites jeunes, c'est quoi? C'est des gens je sais pas, de 30 ans, quoi. Je dis, Facebook, maintenant, c'est 50 ans et plus, quoi, l'audience. Donc, on a plutôt créé un Instagram des piscines. Et c'est une zone des piscines, voilà. Donc, on regarde quand même pas mal les stats pour mesurer, pour suivre un petit peu l'évolution. Mais pas suffisamment, à mon sens. D'ailleurs, tu avais une question, je crois que c'était ta 3e question sûrement, que tu voulais poser aux participants. C'était, tu avais un taux de fréquentation mobile qui baissait dans l'année. Tu avais vu dans les indicateurs. Ah oui, c'est vrai. Je peux aussi faire ce petit quiz. Alors, je peux le poser en 2 temps. C'est notre taux mobile de fréquentation du site principal Strasbourg.eu par mobile, à votre avis, est de combien? Du coup, je vais en profiter pour fermer l'onglet. C'est comme ça, je ne me perdrai pas dans les onglets. Hop, voilà, je vais fermer cet onglet. Donc, et on va regarder. On dit 60, 80. Eh bien, Julien a raison, on est à 60%. Donc ça, c'est un chiffre qui monte. Donc là aussi, ça veut dire,
Ça, vous le savez, ça veut dire qu'il faut s'adapter de plus en plus à l'utilisation mobile. Donc ça, c'est une moyenne sur l'année. Ensuite, l'autre question que je posais, c'est pourtant ce chiffre baisse à une période spécifique de l'année. À quelle période ce chiffre baisse? Ah non, Julien, pas de boîte de chocolat, on les a tous mangés. Sauf s'il trouve le mois. Si Julien, tu trouves le mois, tu as. Ouais. Alors, il y a une subtilité. Un déj en tête-à-tête à la cantine. Bah, désolé, Julien. Pourquoi pas avec Julien? Je veux bien avec Julien déjeuner à la cantine chez nous. Septembre. Et pourquoi septembre? Les grandes vacances. La fréquentation du site baisse pendant les grandes vacances, mais pas forcément le taux mobile. Octobre. Non, ce n'est ni septembre ni octobre. Non, je vais vous apporter la réponse. Donc, Julien n'aura pas de boîte de chocolat. En fait, c'est plutôt au mois de mars-avril. Parce que ce sont les inscriptions scolaires qu'on ouvre au mois de mars-avril. Et c'est assez compliqué de faire ces inscriptions scolaires en ligne sur un smartphone parce qu'il faut une pièce jointe, le quotient familial, le justificatif de domicile. Et pour ceux qui sont en famille recomposée, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, donc c'est comme ça que, donc du coup, voilà, on a quelques éléments. Donc on regarde un petit peu, on regarde quand même ce qui se passe, on regarde le comportement des utilisateurs. Donc on se rend compte en regardant ces chiffres, parce un jour on a regardé, on se dit mais pourquoi ils baissent? Qu'est-ce qui se passe à cette période de l'année? Et quelqu'un dans mon équipe a dit mais c'est les inscriptions scolaires. Ah oui, c'est vrai. Donc on se rend compte qu'à ce moment-là, on a, voilà, les stats changent. Je continue dans mes questions parce que je vois que le temps avance. C'est super intéressant. Et je vais poser une question parce que je ne voudrais pas terminer sur cette question. C'est la question, on va dire, polémique. Est-ce que finalement, ton métier, c'est pas quand même compliqué Est-ce que c'est pas un jeu d'équilibriste entre finalement travailler pour l'usager, mais tu as aussi une notion politique dans ton métier, puisque tu dépends de mairies qui peuvent être à gauche, à droite, enfin qui peuvent passer de différentes. Là, ils sont écolos. Est-ce que finalement, il n'y a pas un vrai jeu d'équilibriste au niveau de la communication pour vous, les équipes, de ce point de vue-là? Désolé, c'est la question polémique. Je voulais. Ouais, oui. Ou pas. Bah, bon, déjà, j'ai un devoir de réserve, mais bon, j'ai pas de problème avec cette question-là. Moi, je me considère comme un agent du service public, au service du public, ça s'appelle service public. Voilà. Voilà. Je travaille au service du public, donc de mon côté, j'essaye d'apporter le plus possible des services au public. De quoi il a besoin, quelles sont ses attentes. J'en profite pour vous partager la page sur laquelle on parle de l'accompagnement numérique qui est nécessaire pour les usagers, l'inclusion. Au moins cet onglet, il aurait été vu avec un petit logo qu'on a mis en place ici. On vous aide pour vos démarches en ligne lors de différentes opérations. Voilà, donc du coup, il n'y a pas de... Ensuite, il y a un projet politique. Donc, il y a un projet politique qui est mis en œuvre par un exécutif au niveau de la ville et un exécutif en Eurométropole qui décide d'orientation politique. Ensuite, de manière intelligente, j'essaye à la fois d'apporter un service à l'usager et de m'inscrire dans un projet politique. Le projet politique par rapport au numérique, projet politique actuel, un des éléments importants, c'est l'inclusion, c'est l'accessibilité, c'est le numérique responsable. Donc aujourd'hui, je m'engage. D'ailleurs, j'avais déjà commencé à le faire avant parce que c'est le sens de l'histoire. Mais là, du coup, je mets un peu plus d'énergie et je dédie un chef de projet complètement sur la question numérique responsable ou presque complètement. Numérique responsable, il s'agit de voir où est-ce qu'on est né au niveau de l'accessibilité web des sites, où est-ce qu'on en est au niveau de la sobriété énergétique, où est-ce qu'on en est au niveau du RGPD, et on essaye d'avancer dans ce sens-là, qui est à la fois une orientation politique, mais qui est aussi de façon une orientation générale des collectivités, quelle que soit leur option politique. Ensuite, il peut y avoir un dialogue, une nécessité de dialogue, où je dois expliquer aux élus, à l'exécutif, à la direction générale, ça, si on fait ça comme ça ne fonctionnera pas, mais je vous propose autre chose.
Pourquoi? Mais parce que je suis un homme de marketing. Donc, à un moment donné, moi, je dis, mais là, ça ne marchera pas. Je suis obligé de le faire régulièrement. Ensuite, on me dit de le faire quand même. Ben, je le fais. On me dit, il faut poster un post Facebook là-dessus. Je dis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, oui, mais c'est important. Je dis, OK, d'accord, je le fais. Mais on essaie quand même de tenir une ligne éditoriale. J'explique ce que c'est la ligne éditoriale des réseaux sociaux. Et quand un truc, je pense que ça ne marche pas, ben j'ai l'intelligence, ou mes collègues du moins, aussi, de proposer une alternative. Voilà. Donc on avance comme ça, et parfois des choses ne marchent pas. Ben, vous voyez, on va faire autrement. Parfois des choses marchent en dépit de mon analyse, parce que bon, il reste des mystères dans cet univers-là. Et on essaye d'en tirer des conséquences. Voilà, c'est un dialogue, c'est un échange. Il n'y a pas de difficulté énorme par rapport à ça. Mais en fait, je faisais pas le focus forcément sur Strasbourg, mais c'était plus sur globalement, parce que finalement, tu nous disais, hein, tu nous donnais un chiffre, c'était 25 000 communicants en France, hein, vous êtes 25 000 à faire le même travail que toi. Ouais. Donc effectivement, vous avez ces difficultés-là finalement, ou en tout cas, cette approche-là est nécessaire pour ces 25 000 communicants, et tu te fais la voix d'eux aujourd'hui. Voilà. Ouais, tout à fait. Pour résumer ça, en fait, on est dans une structure, une institution qui est une coopérative qui s'appelle Capcom, qui organise des événements. Donc, notamment, j'ai mis la page vers le dernier événement qui a eu lieu, les rencontres nationales de la communication numérique. Et Laetitia, qui est ici, y était également, hein, quelques personnes que je vois dans les participants qui étaient à cet événement. Voilà, et on échange à ce niveau-là. Donc, il y a 25 000 communicants en France. Donc, il y a des gens qui travaillent à la communication dans les villes, les régions, les métropoles, les hôpitaux, les universités, les ministères, la police, la gendarmerie. Voilà, il y a des communicants partout. Donc, il y en a 25 000 en France. Et cet événement, au prochain, aura lieu à Rennes en décembre. Il y a 1000 communicants qui viennent. Et une partie, c'est des numériques. Il n'y a pas que les numériques. Okay. Et justement, je rebondis parce que c'est un sujet que on avait abordé. Pour toi, c'est quoi la ville qui t'inspire le plus justement dans ces usages au numérique? Alors, il y a plusieurs villes qu'on suit de près. Il y a par exemple Paris. Ce qu'on aime bien, c'est leur site internet. Ils le font évoluer assez régulièrement. Bon, ils ont aussi une belle équipe derrière. Donc ça, Paris, on aime bien ce qu'ils font régulièrement sur le site web. Ils creusent des nouvelles possibilités, de nouvelles évolutions. Donc beaucoup de villes françaises suivent Paris. Il y a Rennes qui est assez bonne sur la question éditoriale, c'est-à-dire comment un contenu qu'on a envie de mettre en valeur, comment est-ce qu'on le met en valeur sur le web, dans les magazines papier, sur les réseaux sociaux, en vidéo, en story, en podcast, dans une application d'information qu'ils ont lancée il y a quelques années. Donc le dispositif éditorial de Rennes est assez performant parce qu'ils ont des vrais journalistes multimédia. C'est-à-dire le journaliste est capable de rédiger un article, faire une vidéo, un podcast, un tweet, une story, voilà. Il est capable une data vise, il est capable de tout faire. Enfin, tous le font pas tout bien, mais ils ont globalement une capacité assez transversale. Donc ça, c'est Rennes pour ce dispositif. Et Nantes est intéressant parce qu'ils ont sorti une application qui s'appelle Nantes dans ma poche, qui est assez performante, qu'on est en train de, entre guillemets, copier. on va dire, on s'en inspire, on va pas la copier directement. Voilà pour son application de service au quotidien, et on est en train de préparer un produit similaire pour l'année prochaine. Mais nous, on était quelque part des initiateurs parce qu'on avait lancé une appli qui est maintenant en désuétude totale, qui s'appelle Strasmap. Et d'autres gens nous ont dit c'est super ce que vous avez fait. En fait, il y a des cycles comme ça, et ça rejoint les cycles marketing. Hein. Il y a les suiveurs, il y a les pilotes, voilà. Il y a les cycles de vie des produits aussi. Donc l'application, elle était au top, maintenant elle est morte. On a mis beaucoup de temps, et l'autre devrait suivre derrière. Hein, voilà. Pour ceux qui connaissent les cycles marketing, les cycles des produits de vie des produits. Voilà. Donc voilà l'exemple des différentes sources d'inspiration. Okay. J'ai une question à te poser. Alors, on arrive à la fin, il nous reste 5 minutes. J'ai une question à te poser sur qu'est-ce que les entreprises peuvent-elles apprendre des collectivités? Pour toi, quel est l'élément sur lequel on devrait vraiment s'inspirer de vous? Alors, je pense que le numérique responsable, il y a du travail. Je pense qu'il y a des choses à faire. Nous, on est poussé par le politique, beaucoup par le politique,
euh, les élus du numérique. J'ai 2 élus du numérique, une à la ville et à la métropole. Elles nous posent régulièrement des questions à moi ou à mes collègues de l'informatique pour qu'on aille de l'avant sur les différents sujets du numérique responsable. Donc pour résumer, alors je vais faire de la pub pour la Clique. On vient d'enregistrer un podcast il y a quelques jours. Vous allez entendre ces prochains temps. Et Thibaut connaît puisqu'il en fait partie. Et je parle notamment du numérique responsable. Et dans le numérique responsable, nous, on essaye notamment dans la refonte d'être plus sobre sur notre site web, d'être plus accessible. Alors pas uniquement accessible techniquement, hein, il n'y a pas que les balises alt, les contrastes, les choix d'image, mais accessible dans les contenus, les textes, la manière dont on s'exprime, l'ergonomie, être plus accessible et respectueux des données publiques. Donc nous, on a un DPO, RGPD, et on travaille beaucoup sur ce sujet, un respect des données sur lesquelles on travaille encore. Parce que moi, j'ai encore des collègues qui arrivent. Oui, on va faire une newsletter. Je dis oui, tu vas l'envoyer à qui? Ah ben, on va ramasser des emails à gauche, à droite, on va une newsletter. Je dis non. Là, nous, on est RGPD friendly, donc on fait pas comme ça. Il faut trouver d'autres solutions. On va t'aider, mais on fait pas comme ça. Donc le RGPD, voilà. Donc le numérique responsable, on fait un effort important là-dessus. Ça pourrait être une source d'inspiration pour les entreprises. Et notamment, tu parles là quand tu dis le parcours aussi sur le site internet, on parle du X-Design. C'est du X-Design derrière dont tu parles Oui, tout à fait. Ouais, il y a aussi ça. Sur la refonte du site strasbourg.eu, on va chercher des personas. Alors ceux qui sont volontaires pour des personnages, je suis preneur. Je crains que vous soyez tous des agiles. Vous pouvez peut-être être des méfiants. J'ai vu des méfiants, je crois, ou des dépités. Ça m'intéresse. Non. Ce qui est difficile quand on fait des personas et des focus group, c'est d'avoir des gens vraiment mal à l'aise parce qu'ils sont peut-être même aussi mal à l'aise pour venir dans une réunion de travail, dans un focus group. Hein, c'est ce que c'est parfaitement compréhensible. Donc là, on va engager ce travail. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, je voulais voir s'il y avait des questions. N'hésitez pas, les participants. C'est maintenant pour les questions. Je dis pas qu'après il sera trop tard, mais en tout cas, après on arrête le webinaire. Pas le temps de les lire, mais donc si Thibaut a pu en repérer quelques-unes. Elles ont toutes été traitées. Il y en a une qui vient d'arriver, voilà. Ah. Comment travaillez-vous avec le service Open Data? Alors, l'Open Data, chez nous, est géré par le service, alors ça s'appelait service Géomatique. Il a un autre nom, il a changé, enfin, il y a un nom complémentaire. Donc, c'est le service Géomatique, enfin, ancien service d'information géographique, Géomatique, qui gère en fait l'Open Data, parce que l'Open Data est souvent lié avec la représentation cartographique qu'on peut en faire. Donc là, on fait partie, nous, au niveau du service numérique, du comité de suivi, du comité technique de la mise en œuvre de l'Open Data. On a travaillé avec eux sur le choix du portail Open Data, de la technologie. L'Open Data est une technologie particulière parce qu'en fait, on utilise des outils qui, quelque part, moissonnent la donnée et la mettent à disposition. Alors, il y a une partie automatique, mais il faut préparer l'automatisme. Voilà, donc on a travaillé avec ça. On tape dans l'Open Data. Donc, à un moment donné, quand on met à disposition, on fournit l'open data et on tape dedans. Donc, à un moment donné, quand on récupère les horaires des piscines avec notre back-office, à un moment donné, elles sont injectées dans l'open data. Donc, on se met d'accord sur les formats, etc. Et ensuite, on va taper dans l'open data pour développer nos outils, les sites web, la future application, différents projets. On tape dans l'open data. Donc, il y a une proximité avec l'open data très, très importante. C'est bien articulé. Moi, j'ai peut-être une question aussi. En entreprise, il y a un mot qui revient souvent, c'est la rentabilité. Les projets, on va les arbitrer aussi par rapport à un retour sur investissement. Justement, est-ce que c'est une notion que vous avez aussi, vous, dans les projets? Parce que j'imagine que les demandes, tu dois en avoir énormément qui arrivent chez toi. Comment est-ce que vous arbitrez, justement, comment vous priorisez les différents projets qui arrivent chez toi? Alors, c'est peut-être le sujet le plus compliqué. Parce qu'en fait, parfois, il y a des positionnements politiques à prendre sur certains sujets qui ne sont pas forcément rentables au début. Donc, à un moment donné, moi, j'ai pas forcément la capacité d'arbitrer sur certains sujets. Par contre, j'ai la capacité de faire de la pédagogie, d'expliquer. Donc, à un moment donné, je peux expliquer à certains collègues ou à certains élus, dire là, comme je disais avant, ça ne fonctionne pas.
Donc, il faut trouver d'autres pistes. Donc, et puis, il y a aussi la question de la sobriété. On ne peut pas continuer à avoir 40 sites web. C'est pas possible. Si on nous dit de faire de la sobriété, donc à un moment donné, il faut regrouper des services, il faut réorganiser l'offre, il faut faire une offre autrement. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on peut travailler. Okay. Je vais être obligé je suis le gardien du temps de l'IRFD. Merci Pierre pour ces échanges. Il y avait encore plein de sujets qu'on aurait pu aborder. On avait forcément, mais on avait dit qu'on arrêtait à 11h. Il est 11h. Donc, merci Pierre encore pour tes échanges et puis surtout ta transparence aussi et tout ce que tu as pu nous donner. C'était super intéressant. Je pense que les participants ont apprécié. Merci également à Thibaut pour l'organisation. Merci à nos partenaires qui nous accompagnent sur cette IRFD encore cette année. Donc voilà, vous les avez. Je ne vais pas tous les reciter, mais voilà, on espère qu'ils seront encore là en 2022 puisque l'objectif c'est de faire un IRFD 2022. Et qui aura lieu en octobre l'année prochaine ou en septembre, fin septembre, début octobre l'année prochaine. Peut-être à Strasbourg. Je l'ai annoncé, ça continue. On est en train de travailler pour essayer de trouver une salle. Donc Pierre, j'en profite. Si tu as une opportunité, on prend. On en reparle. On a envie de le faire chez vous. Enfin, je dis chez vous, mais c'est chez nous maintenant parce qu'il y a Thibaut également qui est à Strasbourg. Mais moi, de mon point de vue, de ma tour de l'Europe, je suis obligé de parler de chez vous. Voilà. Et merci également à tous les participants pour avoir assisté finalement à cette IRFD, le 11e. Et le 12e, attention, il aura lieu en janvier. On est en train encore de travailler sur le sujet. Pourquoi on a décidé de le faire en janvier et pas en décembre? Parce qu'en décembre, je pense qu'on est tous très, très occupés. Je crois qu'il y a un petit truc qui se passe le 24-25 décembre sur cette période-là. Donc, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année un peu en avance. Et puis surtout, pour ceux qui auront la chance, ceux qui ne sont pas en Alsace, mais ceux qui seront en Alsace, on a la chance de l'avoir, c'est d'aller au marché de Noël. Il y a des très beaux marchés de Noël sur toute l'Alsace. Et donc, il y en a un à Strasbourg, bien entendu, il faut y aller. Mais quand vous êtes à Strasbourg, vous pouvez faire un petit détour aussi par Mulhouse, qui est un beau marché de Noël. Je suis obligé d'en parler. Merci à tous. Et puis, on vous souhaite... Merci. Merci Pierre, merci Thibaut. Et à très vite. Merci, bonne journée à tout le monde et à bientôt sur des événements physiques, je l'espère, comme l'IRFD. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.